Ouais, pas de son, c'est parce que j'ai pas. C'est parce que j'ai pas une mute. Ça, c'est moi. Sinon, vous avez son image ou pas? Ok. Ben non, parce que là, on a démarré avec. Ok, tout est bon là. Attends, je vais juste vérifier ce qui se passe ici. Ok, c'est bon. Non, mais même pas. Mais non, mais non. Non, j'ai même pas. Non. Tu vois, soft là, ce soir là. Bonsoir à tous. Ah putain, Ribose, on me l'avait pas fait depuis le CM2 celle-là. Oh putain, Galinux. Eh, attends, tu sais quoi Galinux? Eh, je fais un private pendant allez, 30 secondes. J'ai cru que t'étais fâché avec moi. Parce que tu réponds pas à mes mails ni rien, putain. J'ai vraiment cru que tu t'étais fâché. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc Galinux, hein, pour ceux qui savent pas, ceux qui n'ont pas suivi les épisodes du début d'année, bah, c'est avec lui que on a réussi à démêler l'histoire du bout de PVH. Hein? Ah merde. Galinux il reçoit pas mes mails. Et en plus, je vais vous dire un truc. Mes mails ils sont tout beaux. Ils passent tous les tests Gmail et tout. Hein. Il me ghost. Il me ghost Galinux en fait. Ah non mais SPF, DKIM, tout hein. Ça, mes mails ils passent, normalement ils passent partout. Hein. Bah je t'ai envoyé plein de mails de où j'en suis et tout. Alors, ça c'est pour tout le monde. Hein. Avec quel MTA? Bah j'utilise le postfix qui est sous NetBSD. Très simplement, non, je n'utilise pas. Non, parce que Poulp.org, hein, pour ceux qui savent pas, c'est Monsieur Gilles et c'est l'auteur de OpenSMTPD. Donc forcément, il va venir me troller un peu sur les MTA, mais c'est normal. Mais non, mais un jour, ouais, mais en plus, ouais, mais ouais. Quand tu commenceras à lire les docs sur le boot PVH pour Open, moi, je commencerai à regarder les docs pour migrer vers OpenSMTPD. Bim, voilà, hop. Ah, de toute façon, écoute-moi bien, Poulpe, parce que on va balancer un peu là. Hein, on va balancer un peu de ce qui se passe sur DSU. Non, on n'écrit pas le sendmail.cf à la main. Attention, on utilise le .mc qui est à cet effet. Bon, donc, non, bah, on va balancer un peu là. Hein. Ah, parce que c'est toi qui as commencé. Hein, je t'appelle Poulpe ou direct je te vends en Gilles. Donc, Poulpe.org qui est ici présent là. N'est autre derrière son masque, n'est autre que Gilles de openbsd.org, auteur de OpenSMTPD. Voilà. Bim, voilà, la direct, je balance d'entrée. Et alors, il y a quelques semaines, voire mois, Gilles, ici présent, me dit ouais, ça a l'air sympa ce que tu fais, nanana. Ça se trouve, ça m'intéresserait et tout, etc., etc. Là, il parle plus là. Hein. Vous avez vu? Il a fui. Bon, bref. En plus, ah merde, il a pris une page de pub. Ah bon, putain, t'as pas entendu toute la merde que j'ai dit juste avant alors? Bon, en gros, j'ai dit que sur le canal GCU, tu m'as dit que t'avais envie de regarder un petit peu ce que je faisais. Parce que, figurez-vous, mesdames, messieurs, que bon, bah maintenant. Bon, alors, j'attends depuis maintenant plusieurs mois que sa sainteté, la personne qui doit review mon code, daigne m'accorder un peu de son temps. Mais, modulo ça, NetBSD maintenant, c'est booté, comme vous le savez,
en PVH avec tout plein d'optimisations qui vont vite et tout. Et du coup, ça fait que, bon bah FreeBSD, ça a été le premier à le faire. Phaléon, merci à toi, Phaléon qui s'est sub en tier 1. Phaléon, ah non, il s'est pas sub, il a filé un sub. Oui, c'est ça, il a filé un sub à Cogito. Merci pour Cogito, Phaléon. Gros bisous à toi. Alors donc, bon bah FreeBSD, alors effectivement NetBSD 10 est dispo, par contre il n'y a pas encore ça dedans, hein, parce qu'il faut que ça soit review, puis une fois que ça sera review, ça sera dans Current, et de Current, bah ça sera probablement dans NetBSD 11. Ouais, mais je vais vous passer après l'histoire du logo, tu vas voir. Triggy fait tout plein d'optimisations qui vont vite et tout. Meilleur mec du marketing 2024. Le Finnois qui a gifté un tier 1 sub à Poulpe. C'est bien, mettez-lui la pression. Alors attends, en plus, attends, le Finnois, tu sais pas à quel point t'as raison. Ah, joli, c'est beau, merci le Finnois. Le Finnois, il file, il file le sub à Poulpe, comme ça il aura plus de pub. Yanux, c'est même pas, j'utilise Gmail, rien dans les spams. Non mais putain, le pire, je te jure, ça passe hein, dans Gmail. Bref, laissez-moi finir sur Poulpe. Donc, Xavier G qui se sub pour le 5e mois, merci à toi, merci beaucoup Xavier G. Donc, on a FreeBSD qui s'est booté en PVH depuis l'année dernière, depuis 2023. NetBSD qui s'est booté en PVH depuis janvier à peu près, on a fini. Et il en reste un. Enfin, il en reste d'autres. Mais il reste un majeur. Que tu peux pas encore... si tu essaies de le booter avec moins kernel là dans QEMU, va rester croûté. En plus, ça se trouve... Bah oui, OpenBSD. Poule qui dit macOS. Fais pas le petit innocent. Salut Fixoulab. J'ai dit bonjour à personne avec les histoires de son là et d'image là. Je suis désolé. Hein. Et je vous fais des gros bisous à tous les innocents. Parce que j'étais en train de galérer voir pourquoi moi non plus j'avais pas d'image. Ouh Léa. Bonjour monsieur dame Léa. Donc ouais, donc il en reste un. Oh, il y a Hugues, putain. Salut Hugues. Donc en gros, il y a un des BSD majeurs qui ne s'est toujours pas booté en PVH. Mais comme nous sommes des gens civilisés et que malgré ce que racontent certains branleurs sur LinkedIn, l'open source n'est pas en danger à cause des failles, machin, etc. Eh ben, figure-toi et figurez-vous tous, figure-toi Poulpe et figurez-vous tous que le mois prochain, donc dans 15 jours, le prochain GNU Linux Magazine va avoir un article qui explique comment on a fait booter NetBSD en PVH, ou en tout cas le début. Au bout de 300 pages à peu près, on arrive... alors ça boote pas encore, mais assez pour te mettre la petite pilule là sur le bout de la bouche que après tu vas être il y a Linux. Léa qui dit exceptionnellement c'est Linux Max aura 220 pages. Alors I shit you not, et le Finnois ici présent m'est témoin. Je l'ai pécho sur IRC, je dis bon, j'en suis à tant de pages. Est-ce que je m'arrête ou est-ce que ce sera pour la suite? Et donc voilà, c'est pour la suite. Mais ouais, ouais, celui-là il est un peu vénère.
Donc ouais, j'ai dû... Non, non, c'est pas... c'est pas hors série en plus. Non, non, c'est le normal, c'est le prochain numéro. Non, non, j'ai pas... Non, j'ai pas réduit. J'ai pas réduit. Ça tient... Ça, ça tient juste. Non, mais c'est bon. Non, non, ça passe, ça passe. Puis le prochain, ça sera du coup pour la rentrée. Voilà. Non, c'est Linux Mag. Là, c'est Linux Mag. C'est absolument Linux Magazine. Et non, non, bah non, là pour Linux Pratique, c'est un peu violent. Léa qui dit Linux Mag sera accompagné du bottin téléphonique. Non, non, mais ça drift même pas. Comment ça, il dit que j'ai mis de très. Mais vas-y, va te faire enculer Twitch là. Bon, bah les couilles là. Ils sont là en mode pression et tout. Ouais, t'as raté le hype train, bah vas-y. Bon, les hype train, mon gars, je l'ai fait parfois 10 minutes avant que ça démarre. Alors, hein. Donc, en tout cas, tout ça pour dire, Gilles, en mai, il y a un numéro spécial. Le Vino, il dit il n'y a pas de code dans l'X pratique. C'est pour les. Oh putain, on se fait les amis là. C'est pour les SRE. Ça va plus faire de code les SRE. Eh ben putain, eh. Ça y est, c'est en train de me débrancher là. Furious Meru qui s'est sub en prime. Merci à toi, Furious Meru. Des gros bisous. Non mais ouais, non mais alors attends. Non mais alors blague à part, Poule, parce que tu sais quoi, alors j'ai regardé un petit peu comment PVH était implémenté dans OpenBSD, et je pense que tu vas moins galérer que moi. Je pense. Mais regarde bien toute la partie sur EBX et tout ça, comment la structure est passée, etc. C'est juste ça. Faut juste que tu regardes ça. Et à mon avis, il est pas improbable que ce soit moins relou. Parce que si je me trompe pas, OpenBSD a un support PVH, mais comme NetBSD l'avait pour Xen. Il y a peut-être des suppositions qui sont pas bonnes. Voilà, on va dire comme ça. Alors ouais, donc je sais pas si vous avez, donc pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, je vous remontre un truc. Hop, ouais, ça, c'est le logo. C'est le logo de SmallBSD. Alors attention, hein, parce que j'ai vu des trucs passer. SmallBSD, c'est pas un... C'est pas une distrib. Lapin Féroce, il dit je l'adore, tellement Mimi. Ah, merci. Frank Underwood, il dit so cute. Merci. Treggy qui dit Mimi BSD. Putain, je vous kiffe là. Donc attention. Small, c'est pas une version de BSD, d'accord? C'est pas un dérivé de net, machin. C'est pas ça. Hein. Small, son objectif, c'est de permettre. Alors, il n'y a pas de SVG. Hein. J'ai fait ça en mode. C'est du PNG. Voilà. Small, c'est plus un set d'outils pour générer. Désolé. Pour générer. Ah, ça peut se convertir. Bah, franchement, alors, si quelqu'un est chaud pour faire un SVG du PNG là, avec grand plaisir. Ouais, Small, c'est pas une version de BSD. Hein. C'est littéralement un ensemble d'outils pour créer en fait votre micro distrib. Azel, salut Azel. Léa qui dit, Triggy dit à Léa, mais t'es pas prof et boulanger toi dans la vie, j'arrive. Ah, le Finnois qui dit PNG vers SVG, Inkscape fait ça tout seul correctement. Putain, mais c'est bon. Hein.
Oh bah excellent. Parce que je me disais, ouais, ça va être relou et tout si je veux le manipuler après. Dalf qui dit c'est une sorte de deboostra pour BSD. Non. 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 Alors, je vais commencer avec le sujet initial. Que j'avais de toute façon prévu de faire. c'est un note drift. En fait, j'avais prévu de drifter, puis finalement, on va commencer avec le sujet initial. Salut Ace9, Ace9 qui dit c'est un genre de MK Ozzy pour BSD. Ouais, c'est plutôt ce que dit le Finnois. C'est un build route pour notre BSD, mais pas pour l'embarquer. Bah, pas encore en tout cas. C'est trop. Pour l'instant, c'est encore trop gros. Ça peut réduire. On peut faire des choses. Mais là, pour l'instant, le minimum que j'ai, c'est un kernel de... comment il fait? Je pense qu'il doit faire... dans les 9 MB ou un truc comme ça. Bah, le root file system, ça dépend un petit peu de ce que vous mettez dedans. Mais un root file system, je sais pas, qui fait tourner Nginx par exemple, il y en a pour... allez, ouais, 10-20 MB. Azel dit, si t'avais prévu de drifter, c'est en ne driftant pas que tu driftes. Attends. Exactement. Putain, j'ai eu du mal là. Donc, ouais, en fait... Et alors, j'aimerais bien vous demander votre avis. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. On va aller sur MK. Alors, je vous mets le browser dans une seconde. Voilà. Hop. Donc, tiens, on va l'agrandir un peu pour que tout le monde voit. Voilà. Donc, en gros, bon, il y a évidemment la partie kernel où là, bon, bah, il y a rien à faire. C'est j'ai patché le noyau pour qu'il démarre très vite, etc. Avec QEMU et tout et tout. Ça, on va pas. Salut Nidouille. Nidouille qui est, c'est à cause d'elle qu'on va drifter tout à l'heure. Pas encore, mais c'est à cause d'elle qu'on va drifter tout à l'heure. Donc, est-ce que je drifte maintenant ou est-ce que je drifte après? C'est un nouveau concept. Si, il y a drift. Il y a définitivement drift. Ok. Alors, ok. Alors, dans ce cas-là, alors, je vais commencer par ce que j'avais prévu de faire, d'accord? Mais on va rapidement drifter. Donc, MK Small, ce que c'est quoi? C'est la capacité de démarrer une micro VM. On va revenir sur ce sujet dans très peu de temps, là. Donc, c'est un noyau qui s'est booté en PVH. On va y revenir. Donc, très vite. Hein, avec QEMU ou Firecracker. Et derrière, un root file system qu'on veut extrêmement léger. D'accord? Bah, on y va, Nidouille, t'inquiète. Donc en gros, tu vas avoir ton noyau qui va démarrer en quelques millisecondes. Et derrière, il va aller utiliser une image qu'on aura créée avec ce petit utilitaire, mkimg.sh, dans lequel on va mettre le moins de trucs possible. D'accord? Donc, effectivement, ça pourrait s'assimiler à un conteneur. Dans l'absolu, ça pourrait s'assimiler à un conteneur. Et effectivement, là, on en parlera après si on a le temps. J'ai un petit exemple ici. Voilà. Ici, je crée une micro VM Nginx avec des scripts. Bon.
à la fin de l'histoire, à la fin de ces scripts-là, on a un truc qui fait 100 MB, mais juste parce que j'ai pas optimisé, rien du tout. D'accord. Mais c'est une image. Lapin féroce dit on s'en rapproche de seconde en seconde. Ah oui, du drift, oui, bah oui, oui. Alors, effectivement, Phaléon, il n'y a pas de kernel dans un conteneur. C'est une excellente remarque. C'est une excellente remarque. Alors, donc, vous comprenez que Small BSD, c'est un noyau qui va utiliser un root file system qui est minimal. D'accord. Et dans l'ensemble, on est sur un truc qui pèse entre 10 et 100 MB. Alors, je suis d'accord avec le Finnois, 100 MB pour de l'embarquer, c'est pas possible. D'accord. La Terlus dit dans une gel non plus, mais les gels, c'est vraiment des conteneurs ou peut-être autre chose. Non, c'est le même système. C'est le même. Enfin, non, c'est pas le même système, mais on est. C'est très voisin. Donc, maintenant, pourquoi j'ai dit qu'on allait drifter? Alors, Nidouille. Donc Nidouille va être la guest star de ce live parce que tout ça c'est à cause d'elle. Nidouille, déjà je te remercie de m'avoir ajouté dans l'infinie discussion des gens qui se demandent quel truc plus immonde ils vont utiliser les uns que les autres. Donc ça se tire la bourre sur ouais mais moi j'utilise truc je sais pas quoi Kubernetes bidule, puis moi j'utilise je sais pas quoi, puis alors tout le monde voilà il y a eu une espèce de thread là sur Twitter de gens qui en pouvaient plus enfin ça s'est tiré la bourre en plus. pour de vrai la moitié d'entre eux je les ai mute, donc je vous raconte pas la gueule du thread. Salut Dominix. Donc, Triggy dit ça dépend. Maintenant, il y a des gars, ils mettent des tablettes sous Android avec 64 Go, ils appellent ça de l'embarquer. Ouais, non, alors non. Alors non. Embarquer, quand on parle d'embarquer, pour moi, de l'embarquer, j'en ai pas là, mais c'est un machin grand comme ça, dans lequel il y a maximum 4 mecs de RAM, quoi. Et alors donc non alors attends, c'est pas celui-là Nidouille, c'est encore avant. En fait tu m'avais t'avais mis ouais je vous invite à aller voir les lives de Emile et tout sur ce que c'est qu'une micro VM. Et c'était parti dans des trucs et tout plein de gens qui parlent de choses. Salut Widge, qui parle de trucs et nanana, et les containers c'est comme si, et la sécurité c'est comme ça. Et moi, je vais vous dire franchement, hein, et je fais pas mon arrogant et tout, hein, c'est juste, j'étais comme ça, popcorn. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah ouais, la sécurité c'est comme ça. Ouais. Salut Docteur Neverwhere. Et aujourd'hui, il y a Nidouille qui balance un tweet qui dit alors ouais bah, c'est le tweet là qui a le link là sur Firecracker. Et puis t'as des gens qui disent je me fâche avec personne, hein. Juste voilà, c'est la raison du c'est la raison du drift de ce soir. Il y a des gens qui disent ah ouais bah ça me fait penser à Nspawn machin. Alors, en fait, ah non, mais non. Bah, est-ce que c'est fini l'intro? Je sais pas vraiment. C'est un petit peu bizarre aujourd'hui. Il y a un peu de. Très guidi. Je me fâche avec personne. Emile 2024. Alors. Non, est-ce qu'il y a des gens qui disent ouais, ça me fait penser à Nspawn D machin. Alors bon, déjà Nspawn D, si je dis pas de bêtises, c'est System D encore. Salut Xa. Ah, mais c'est Xalès. Xalès qui se sub pour le 19e mois. Merci Xalès, des énormes bisous à toi. C'est ça, c'est un gros disclaimer pour pas se fâcher.
Et donc, tu as des gens qui... en fait, je me rends compte, en lisant le thread en question et les threads précédents, qu'il y a un immense gloubi-boulga de... alors oui, je sais, gloubi-boulga, c'est très vieux, c'est Casimir, tout ça. Et ça veut dire que voilà, j'ai plus de 25 ans. Les Haïdi, j'adore. Il y a des gens, ça commence généralement comme ça, et c'est fini par espèce de clochard qui boit à pisse. Alors, non, 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 je ne peux pas reprocher à tout le monde de pas avoir été dans les méandres de comment tout ce bordel fonctionne. Donc, en fait, ce qui m'ennuie, c'est que encore aujourd'hui, en 2024, il y a beaucoup de méconceptions entre container, VM, micro VM, émulation, virtualisation. Tout ça, c'est un espèce de gigantesque vomi dans la tête de plein de gens. Ah, ok, non. C'est un... Non, mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est mal compris. Voilà. Non, c'est mal compris. Mais non, mais alors, justement, on va faire une petite vidéo récapitulative. Totor le lion, dis donc, ça faisait longtemps. Totor le lion, il dit ce matin, j'ai croisé une espèce rare, un AG6P Linux, qui ne sait pas ce que sont sudo PSSH. Alors non, tu as pas croisé un AG6 spécial Linux. C'est pas du Dawn, c'est pas ça que t'as croisé. T'as croisé un baltringue. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bah, moi je le kiffe, le logo de sudo, il est génial. Attends, c'est un sandwich. Sudo make me a sandwich. Le Finnois dit des gens qui appréhendent pas réellement la complexité du sujet dans son ensemble. Exactement. Voilà. Exactement comme dit le Finnois. C'est exactement ça. Donc, alors non, mais je vais pas mettre d'insultes et tout, tu vas voir. Kitter Sozy dit j'avais un peu regardé Firecracker après tes lives et j'ai vite fait tester la compile de kernel Linux. Ça s'est bien simplifié, mes notes très à l'arrache avec la compile suivant, les recos ANSI. Oh putain, c'est bon ça. Allez voir ce qu'a fait. Allez voir ce qu'a. Le vidéo dit ouais, des pignoufs quoi. Ah putain. Ah là 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 là. Mais c'est pour ça qu'on n'est pas 200 dans ce live. C'est parce qu'on est une bande de connards en fait. C'est ça hein. Alors. Ah putain. Ah, je vous kiffe. Alors, attends. Donc, attends, mais attendez. Non, mais attendez. Ok. Non, parce que, salut Curtis6. Non, parce qu'il y a des gens. Non, mais vous êtes en train de me pousser là dans les trucs. Celle-là, j'avais dit, je vais essayer de la mettre sur YouTube. Et vous mettez pas en challenge que je mets pas les vidéos sur YouTube, hein, parce que ça m'apporte au moins 3 $ par an. Alors, putain, sans YouTube, comment je me fais des kebabs? Une fois tous les 2 ans. Alors, non, pour l'instant, ça va, c'est clean. Donc, ouais, donc c'est ça. Donc c'est un peu, c'est un peu de la diarrhée technique là dans la tête, tu vois, en mode ouais, c'est pareil, ouais, micro VM, faire cracker, les containers, c'est pareil. Bon, alors, écoutez-moi là. Mais il faut faire venir vos potes qui comprennent pas comment ça marche l'informatique là, parce que vous savez déjà. Ben non, mais donc, bon, déjà numéro 1. Qui peut me dire quel est l'ancêtre de tout ça? Quel est l'ancêtre de... Je parle pas des VM. Quel est l'ancêtre de toutes les
Ben oui, Widge là, putain, Widge plus vite que son nom. Effectivement, l'ancêtre de tout ça, c'est chroot. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que chroot? Et franchement, si vous savez pas, dites-le et on va l'expliquer. Ouais, elle est bonne celle-là. C'est le train-train. Je sais pas comment ça s'appelle cette ce son là, mais il est bon. Donc, chroot. Ah non, mais les Sly Solaris, c'est carrément plus récent. Alors, un chroot, c'est relativement. Ben, ça sent le pâté Dr Neverwhere, ça sent le pâté oui et non. Parce que figure-toi que le chroot, alors tout à fait au hasard, le chroot de Linux, de NetBSD, n'a jamais été compromis. Par exemple. Melvi Shafid. C'est ça, hein, Melvi Shafid. Hein. Je connais pas chroot, je connais pas grand chose en général. Eh ben écoute, un chroot, c'est relativement simple. Alors, c'est à la fois une commande et un système call. Ok, donc un appel système que le noyau sait interpréter. On verra tout à l'heure que les containers, tout ça, bah, c'est pas très loin. Donc c'est un système call qui permet de déplacer ton root, file system, dans un autre endroit. Donc alors ça sert à quoi? Tu dis bah ouais super. Et bien par exemple, vous avez sûrement déjà manipulé ceux qui font de l'admin pour de vrai. Je parle pas des gens qui éditent des fichiers YAML. Je parle des gens qui font de l'admin. Vous avez, ça y est là, je sens toute la haine d'une partie de la communauté qui revient. C'est du connard et tout. Donc, vous avez peut-être. Mais non, mais je suis parfaitement calme. Regarde comment je suis détendu. Je suis zen. Je n'ai même pas encore parlé d'excréments. Ah si. Mais non, mais c'était pour l'image. Donc, chroot. Ouais, c'est une bonne idée. Tiens, je vais boire un coup. C'est une bonne idée. Je vais servir déjà. chroot, c'est un syscall qui est somme toute assez simple entre très gros guillemets, qui permet de changer le root file system. Donc, vous avez peut-être déjà manipulé des softs. Je pense à VSFTPD, je pense Dovecot, je pense qu'il le fait. Postfix doit le faire. Pine le fait de façon certaine. Où il y a des paramètres qui disent chroot égale. Et donc ces softs, en fait, ce qu'ils font, vous me suivez ou pas? On est à la genèse là. Hein. Donc ces softs, en fait, quand ils supportent l'option chroot, eh ben tu leur dis bah voilà, en fait toi, quand tu vas starter, ton root file system, il va être quelque part. Donc par exemple, le typique bind, le serveur DNS, bah souvent c'est dans var. Alors sous net c'est dans var chroot ou var je sais plus quoi. Je sais plus où il est d'ailleurs. Non, bouge pas, je vais vous dire. On va se mettre sur lequel? On va mettre sur cnet, tiens. Alors attends, var. Ouais, c'est ça, var ch. Ouais, c'est ça, var chroot. Non, attends, je vais vous montrer. Comme ça, vous voyez. Hop. Tac, on va enlever ça. Et on va aller sur une machine NetBSD à moi. Et donc là, par exemple, j'ai un var chroot. Voilà. Et là, j'ai plein de softs chrootés. Okay, et donc, par exemple, il y a un var chroot MD. Voilà, dans lequel. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que un chroot a besoin
de tous les fichiers de base qu'un système doit... Attends, d'où le coup de vieux Totor le Lion qui dit à une époque je mettais mes vhost Apache dans des chroot pour séparer les applis web. Eh ben c'est une très bonne practice. Très très bonne practice. Et effectivement, la Terraluse, il faut avoir les devices, il faut avoir les certaines libs, il faut potentiellement pour certains softs avoir ces passwords. Bref, chroot s'attend à trouver dans le nouveau root les fichiers de base dont il devrait avoir besoin pour s'exécuter. D'accord ? Donc c'est vraiment une relocalisation du soft dans un autre répertoire, qui pour lui est le root. Poulpe dit, à une époque, je mettais mon chef ingénieur autodidacte dans chroot pour qu'il édite les confs sans affecter le système. Ah bah oui, bah je peux comprendre. Je peux comprendre. Alors, Dominix, qui dit usage intensif de LDD, eh ben, par exemple, dans un soft dont je suis l'auteur qui s'appelle Sailor, qui permet justement de chrouter complètement un service quel qu'il soit dans un répertoire, et ben justement je recrée l'environnement nécessaire avec entre autres avec LDD. Donc chroot, c'est effectivement l'ancêtre. Alors je sais plus qui a dit ouais mais chroot ça pue la mort. Alors premièrement chroot, certaines implémentations n'ont jamais été pétées, notamment celle de Net. Mais en plus, qu'est-ce qui... alors je vais pas trop spoil sur la suite, mais qu'est-ce qui rend, à votre avis, un container plus sexy qu'un chroot? Il y a une vraie réponse, hein, c'est pas un piège. Hein. Qu'est-ce qui rend un container plus sexy qu'un chroot? Ou en tout cas, qui donne l'illusion que c'est plus sûr. Alors oui, exactement, S9. Isolation. Isolation. Qu'il y a des trucs qu'on voit pas. En fait, voilà, c'est Tinos qui a la bonne réponse, c'est les namespaces. C'est absolument ça. La Terlus dit le fait de pouvoir avoir des environnements très différents. Alors, non, parce que... Enfin, si, non, je vais pas mentir, si. Effectivement, via les namespaces, tu peux avoir des environnements très différents. Mais très différents, on va voir. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, un des éléments qu'on aime beaucoup, enfin que les gens aiment beaucoup dans les containers, c'est que, par exemple, tu vois pas les process, tu vois pas les process des copains. Bon, bah ça, il y a un sysctl qui permet de faire ça. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Curtain, je sais plus quoi. Je fais un sysctl-a. Ouais, ça, tiens. Je vous montre. Voilà. Donc, encore une fois, sur NetBSD, on a un truc qui s'appelle Security Models BSD44 Curtain. Et en fait, avec ça, je ne vois pas les processus des petits copains. Donc, finalement, si j'ai un chroot avec des curtains, bon, bah, c'est pas mal, quoi. Je vois pas non plus les process qui tournent à côté, etc. D'accord, c'est pas la panacée. D'accord, on fait beaucoup mieux. Non, Kitter Sosé, parce que c'est, comme je dis, c'est... Enfin... NetBSD, à ce jour en tout cas, est le seul BSD dans lequel chroot n'a pas été compromis. IleQui qui dit avec Docker, il y a un truc où j'ai toujours du mal, c'est genre si tu as www.data en ID 1003, tu dois utiliser le user avec le même ID en local si tu fais un volume. Oui, mais parce que tu vas mapper les UID des fichiers. C'est pas, ça me choque pas, c'est chiant, mais ça me choque pas. Alors, maintenant, donc ça c'est chroot, donc c'est somme toute assez simple, et c'est un syscall. D'accord? Donc, c'est un syscall, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le noyau du host qui le gère,
D'accord? C'est une fonctionnalité qui a été implémentée dans le noyau du host. C'est une fonction, ok, qui s'appelle un syscall. Et cette fonction, c'est le syscall chroot. Et quand on l'appelle, eh ben, ça déplace le root file system quelque part dans l'arborescence. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Alors maintenant, tout le monde est d'accord avec ça, hein? Ou j'ai été trop vite? On est bon là. Bah, répondez-moi. Il n'y a plus personne qui répond. Genre, bof, ouais, non. Ok. Bon, maintenant. L'évolution du truc. Alors, je rentre pas. Enfin, on va pas faire la genèse de tout ce qui a existé en termes d'isolation de process, etc. Je vais pas parler des jails et tout parce que je veux faire un truc en 3 temps. Donc, l'évolution que tout le monde connaît et que malheureusement, non, pas malheureusement, c'est pas. En tout cas, que tout le monde utilise aujourd'hui, notamment nos amis SRE, c'est Docker. Bon. Totor Léon, il dit un jour, Emile va nous sortir une énormité pour voir si on suit. Technique de fourbe que j'adore utiliser en formation. Non, bah non. Bah non, parce qu'après. Après, ça va sur YouTube et tout. Puis les gens, ils vont screenshotter ça en mode ouais, ils racontent que de la merde et tout. Donc, l'évolution de ce truc-là, voilà, exactement, il est cuit. Après, il y a des clips et je passe pour un con. Donc, l'évolution de ce truc-là, effectivement, c'est les containers. Il se trouve que Docker est aujourd'hui la quintessence, enfin aujourd'hui non, parce que ça a beaucoup évolué, mais a été la quintessence de ce mouvement-là. Il y en a plein d'autres et il y en a eu bien d'autres avant, notamment LXC, que personnellement j'ai pas utilisé. Donc je peux pas en parler en long, en large, en travers. À l'époque de LXC, moi je faisais du Xen. Et voilà, et ça marchait très bien, et voilà. Donc, il y a OpenVZ, enfin, il y en a eu plein. Quelle est la différence? Qu'est-ce que fait un container? Et alors, quel qu'il soit, que ce soit LXC, que ce soit Docker, que ce soit les dernières évolutions, machin. Sinon, il dit pas besoin de clip, tu prends 4 vidéos YouTube et tu fais une vidéo où il dit ah oui, bah oui, on peut me faire dire ce qu'on veut avec l'IA maintenant, c'est clair. C'est clair, faudra que j'essaye ça d'ailleurs. Comme ça, je pourrais me faire dire des trucs absolument immondes et je dirais que c'est l'IA. Donc, oh bah, oui, on peut me faire chanter. Hein. J'entame mal, hein. C'est juste que c'est pas trop mon truc. Donc, un container, c'est quoi? C'est quoi? Bon bah allez-y là, en plus il y en a plein qui ont déjà répondu. Dominique dit partage de noyau. Non. Lateralus dit c'est de la merde. Non. Un processus lancé de manière isolée. Il y a un peu de ça. Un script pour gérer tes CH. Non, quand même. Ah, Kiter Sosé qui donne la bonne réponse. Et Hazel également juste derrière. Effectivement. Un container, c'est un syscall. C'est le syscall unshare. Qui permet un truc sympa. Alors oui, je voulais la réponse unshare, mais avec un peu plus de détails. Que fait le syscall unshare?
qu'est-ce qu'il fait? C'est un peu plus qu'un chroot. En fait, c'est pas un chroot. C'est un peu plus qu'un chroot. Enfin, c'est beaucoup plus qu'un chroot. En fait, Unshare, ce que ça fait, c'est que ça utilise une feature des noyaux Linux qui est présente depuis très très longtemps. Qui permet d'utiliser donc ce qu'on appelle des namespaces. En fait, les ressources d'un système d'exploitation fourni par le noyau, sous Linux, elles ont comme un flag supplémentaire qui est un namespace. Ouais, ça c'est très vieux, hein. C'est ça, c'est en 2006. Et en fait, ça permet quoi? Ça permet de dire, bah voilà, ah non, non, c'est pas les C-groupes. C'est tout à fait différent des C-groupes. Un namespace, en fait, c'est une espèce de tag que tu mets à ton environnement d'exécution. Et lorsque tu utilises Unshare, salut Totoy40, bah tu peux dire le processus que je vais démarrer là, je veux Unshare, donc départager, je sais pas si ça se dit. Enfin, ça veut pas dire ça en français. Je veux dé-partager. Je ne veux pas partager plutôt. Je ne veux pas partager, par exemple, la stack réseau. Je veux pas que le processus que je vais démarrer là, il voit le réseau du host. Je veux départager, enfin je veux unpartager. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, il y en a quelques-uns là. Bougez pas. Unshare. Voilà. Je veux unpartager les mounts. Je veux pas que le guest voit les mounts. Tiens, je vais vous le mettre. Je vous mets le man en même temps. Boum. Moi, il dit c'est un tag que tu mets à ton environnement d'exécution. Du coup, on peut en avoir plusieurs pour le même environnement, ou bien c'est plus proche d'une catégorie. Il y en a un maximum. Non, en fait, c'est ton noyau affecte un namespace. Alors, moi, je suis pas spécialiste du noyau Linux. Hein. Faut être très clair. Je suis pas super fort en Linux. Je sais globalement comment ça marche, mais les détails d'implem, je les ai pas. D'accord? Donc, je sais que à un environnement d'exécution, tu as un namespace. Et que donc, bah, tu peux dire que tu veux pas. Donc là, par exemple, ici. Si je mets donc là c'est la liste des namespaces par exemple, pardon, qui existent, et je peux dire bah voilà, je veux unshare les informations sur les users, je veux unshare les informations sur les C-groupes, sur le time, voilà, et tout ça. Non mais de toute façon Linux vServer, je pense que ça utilisait ça, hein. Léa, je vais pas dire de bêtises, mais on va voir. Donc Linux vServer, Unshare. Bam 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 bam. Je cherche pas parce que je suis en train de chercher, hein. Mais il n'est pas exclu que vServer utilisait de toute façon. Léa dit ça a utilisé un système de CTX ID. J'ai pas utilisé, donc je ne sais pas. Je peux pas me prononcer. Mais ce que je veux dire, c'est que donc Unshare, qui est littéralement ce qu'utilise Docker. Hein. Enfin, c'est absolument ce qu'utilise Docker, ce qu'utilisent tous les systèmes de containers. Pour... Voyez bien la différence. Masquer de la ressource unsharée ce qui se passe dans le host. Salut Corben.
Et j'ai pas dit isolé. J'ai dit masqué. Parce qu'en fait, figurez-vous, vous savez, sous Linux, il y a un syscall qui s'appelle clone. Alors clone, en fait, il faut tout. Clone, c'est le syscall qui est appelé pour les forks. C'est le syscall qui est appelé pour les threads. Et c'est aussi le syscall qui est appelé pour unshare. Avec des flags différents. Et en vrai, un container, c'est rien de plus qu'une forme de processus avec des spécificités, ou en tout cas avec des éléments qui sont masqués. Mais dans ce cas-là, et là, enfin, j'insiste sur... T'es toujours là, Nidouille, ou pas? Je la vois plus parler depuis tout à l'heure, là. Dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton container, dans ton environnement unshared, hein, dans lequel tu partages pas... Ah merde, j'ai pas vu qu'elle était partie. Dans lequel tu partages pas les informations sur le host, bah, t'as quand même un point commun. Au minimum, t'as un point commun. T'es au moins en train de faire, faire tourner tes exécutables, librairies, etc. sur le même kernel. En fait, c'est simplement en ce sens, c'est un chroot sous amphétamine, dans le sens où bah, tu as masqué certains éléments en utilisant les namespaces, mais tu es toujours sur le même host. Tu tournes toujours avec le même kernel. Vous me suivez ou pas? Un container est un système qui masque des choses. Pas un système qui isole des choses. Vous voyez la nuance entre isolation et masquage? Tamoel dit, est-ce que c'est comme ça que fonctionnent certains malwares pour ne pas apparaître dans la liste des process? Absolument. Mais absolument. Alors, tous non, hein. Mais oui, c'est absolument une technique, mais super bonne pour ne pas apparaître dans la liste des process, parce que t'es dans un autre namespace. Treggy qui dit, pour une fois que tu as... Et une fois que tu as une share, tu n'as plus accès, ou tu y as accès, mais dans un contexte séparé à partir de conf définis dans des fichiers de conf de ton chroot. Une fois que tu es une share, alors dépendant de ce que tu unshare, hein, c'est quand même assez granulaire, hein. Vraiment, enfin, vous avez vu, hein, y a plein d'éléments que tu peux unshare de ton route. Tu peux parfaitement... Tiens, par exemple, je vais vous montrer un truc. Ah, ça c'était rigolo, ça. Comment il s'appelait? Comment il s'appelait ce soft? Ah si, je sais. Je vais vous raconter une histoire. Je sais pas si je l'ai déjà raconté cette histoire. J'ai fait un truc. Voilà, je vais vous sharer le browser. Hop, j'ai fait un truc. Je vous mets l'adresse ici. Hop. Il y a... Attends, je vais agrandir un peu. Voilà. Il y a quelques années, donc il y a 4 ans, Dalf dit, compris sur le fonctionnement, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit isolé? On va y venir. On va y venir. Il y a quelques années, dans TAF-1, il y a
Exactement, Xalès, un kernel. Un client qui refusait de mettre à jour. Attends, comment il s'appelait ce con? Putain, je m'en rappelle plus. Exactement, Tinoz. Ne pas partager le kernel. Putain, je me rappelle plus. En plus, là, je suis plus sous NDA, je peux le dire. Hein. Non, 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 non. C'était une boîte de vente de produits de luxe, mais je me rappelle plus. Putain. Et il y a personne de NBS ou d'OT là dans la salle qui peut me rappeler c'était qui ces enculés là Putain, il ne voulait pas mettre à jour la version. Non, c'est pas le VMH. Il voulait pas mettre à jour. Non, c'était pas Hermès non plus, putain. Mais oui, Galinux, mais oui, rappelle-toi, rappelle-toi. Non, c'était pas Repetto, c'était pas Adamance. Non, putain. Et donc, ils voulaient pas mettre à jour leur putain de PHP. Non, c'est pas Dior, c'est pas Dior. Non, c'est un truc, putain, c'est en plusieurs mots. Salut, Okeiku. Non, c'est pas Lancôme, c'est pas Sisley non plus. Il y avait plusieurs mots. Nia, nia, nia. Putain, je sais plus. Non, alors c'était un PHP, donc c'était en 2000 quoi? En 2024, 2020, je pense. 2000, ouais, 2020. Non, c'est pas Yves Saint Laurent. Ah, non, c'était pas Dorsel. Et donc en 2020, ils étaient en PHP 5.2. D'accord? 5.2 ou 5.3, je sais plus. Et nous, bah enfin c'était une boîte de sécu. Et on leur disait, les gars, c'est pas possible, on peut pas maintenir votre box comme ça, c'est pas jouable. Nous, on peut plus être garant, machin. Et machin, et on va vous mettre un procès. Bah, c'était leur clé, leur mot-clé. On va vous mettre un procès, à chaque fois. Et machin et tout. Et leur box, c'était une poubelle, quoi. Elle s'était fait au nez 2000 fois et tout. Ah putain, ça me saoule de pas me rappeler le nom. Et ouais, pression de ouf. Non, c'est pas Dolce Gabbana. Oui, elle est connue, mais putain, j'arrive pas à remettre. Et oui, non, non, c'est votre boulot. Est-ce que c'était un client? Je sais plus, putain. Il faisait des. Ouais, il faisait des. Non, c'était pas Vivarté. Ouh, Emmanuel! Ah, c'était pas Kering, mais Kering c'était un client à nous, mais c'était pas Kering. Putain. Et Ah putain. Ah, ça me saoule. Non, c'est pas Addicted. Et Non, c'était pas le boutin. Non, 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 c'était pas le boutin. Non, c'était pas Hermès non plus, ni Cartier, non. Ah putain. Bon, bref. Et machin, c'est votre responsabilité de faire en sorte que la machine. Ouais, c'est des Français, ouais. Que la machine elle soit à jour, tout en nous permettant d'utiliser la version de PHP qu'on veut, machin. Non, c'était pas Lancôme. Et machin, et on galère, le truc. C'était un WordPress, ou soit un WordPress, soit un Magento, mais un truc, mais tellement troué jusqu'à l'os. Et putain, l'équipe sécu, elle y allait vraiment à la truelle et tout pour réparer les trucs. Et un jour, si je le vois passer, je vous le dis. Hein. Je vous lis. Hein. Si je vois le nom, je vous le dis. Et un jour, arrive ce qui doit arriver. Et ils se font déboîter, mais genre dans toute la longueur. Et, et je vous le donne en 1000. De qui c'était la faute? Pourquoi ils se sont fait boiter? Eh ben, c'était de notre faute! Évidemment!
Donc ces enculés, on avait des centaines de tickets avec eux. Ça me saoule de pas me rappeler du nom. Putain, j'ai tellement envie de les outer là. Et parce que machin, c'était notre responsabilité là. Et oui, parce qu'il y avait du code PHP dégueulasse. Enfin, c'était vraiment, mais au secours. Et nous, on était baqués de ouf avec plein de tickets support et tout. Où, voilà, on leur avait dit des milliards de fois de mettre à jour et tout. Et ces enculés, ils étaient tellement de mauvaise foi. Curtain, c'est que sur net, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, c'est pas avec Clico. C'est pas avec Clico. Non, je pense vraiment que c'était des fringues. Non, c'était pas vente privée. Et ces enculés voulaient tellement nous mettre en porte-à-faux qu'ils ont. J'arrive sur le sujet. Hein. Qu'ils ont embauché une boîte de sécu externe pour venir auditer les box, pour prouver que c'était notre faute qui se sont fait boiter et pas la faute de leur code PHP moisi, sachant qu'on avait déjà récolté toutes les preuves, etc. Quoi. Ok ? Donc, le niveau de mauvaise foi, genre ultime. Et le truc, c'est que donc il nous présente la boîte et tout, nan. Bon, forcément, ambiance un peu tendax. Et putain, il y a un call, mais avec genre la terre entière du flanc, mais du flanc à un niveau, mais genre laisse tomber. Et les mecs, ils me demandent le route. La boîte de sécu, elle me dit ouais, pour faire notre audit, il nous faut le route. Non, c'est plus stylé que Couples. Non, mais je vais pas m'en rappeler. Hein. C'est mort. Putain, pourtant. Qu'est-ce qu'ils m'ont cassé les couilles. Hein. Et donc, ils me demandent le route. Et moi, j'avais dans mon ancien taf, j'avais une règle de base. C'est personne n'a l'UID0 à part nous. Personne. Tu peux prier, tu peux. Et franchement, hein, je me suis pris la tête, mais. Et ils nous font chier. Et ils nous font chier. Est-ce que c'était un Synolia? C'est possible que c'était un Synolia. Synolia, c'était la boîte de dev. Attends. La boîte de dev, non. C'était un Smile. Parce que, donc Smile, c'est aussi une boîte de dev, je sais plus s'il existe encore. Et en fait, le dev était délocalisé chez Smile Roumanie. Et c'est eux qui avaient fait de la merde en gros. Genre un code PHP qui donnait full access quoi. Et juste hein, pour ceux qui voudraient, qui sont en train de regarder, qui voudraient nous mettre un procès machin, je vous encule bien fort. Parce que premièrement, je pense le procès, je suis sûr, le procès il a été perdu. 2, ça a été prouvé que c'était votre faute, enfin bref. Oui, c'est ça, la meuf qui parle anglais, exactement. Et donc bref, ça venait de là-bas. Et donc la boîte de sécu me demande le route. Moi je dis bah non. Tu vas pas avoir la route sur ma box. C'est mort. Parce que si t'as le route, t'as accès par exemple au montage NFS, t'as accès au LDAP, t'as accès à des trucs que j'ai pas envie que t'aies accès. Donc non. Et ça a été politique, je vous jure. Des mois. Et finalement, je fais un truc
Non, non, sudo, rien du tout. Je fais un truc, et c'est ça. Je refais MK Dodge Route. Où en fait ce truc là fait comme si tu étais route sur une box. Sauf que je ne te share que ce que je choisis en termes de file system et en termes de droit. Donc c'est full open. Hein. C'est du shell. Hein. Globalement c'est du shell. Et ça utilise quoi? Bah ça utilise unshare. Ça utilise unshare et chroot. C'est pas... Alors, est-ce que c'est un shell restreint? Oui, d'une certaine façon. Mais tu le vois pas. Et si tu essayes, par exemple, d'aller voir des répertoires que j'ai décidé que tu n'allais pas voir, bah tu pourras pas. Et en fait, bah, tu crées un user. Donc tout ça, c'est la préparation du file system. Ok. Et derrière, hop, je te enshare sur le faux file system, qui est globalement le file system, qui est globalement le root file system, mais avec beaucoup de restrictions. Alors ces cons là, donc ces cons là, ils y vont, ils se connectent et tout. Et au bout d'un moment, ils envoient un mail. Tu nous as pris pour des connards ou quoi? Et je dis quoi? Vous voulez route? Vous allez route. Vous êtes route sur la box. Juste, il vous manque des répertoires. Et vous pouvez pas éditer des fichiers. Voilà. Mais vous êtes route. Alors tu vois, en ça, unshare c'est très pratique. Donc, pour vous dire, je ne taille pas la technique qui est utilisée. Ça, le contrat est dit UD 0. Oh, Frank Underwood. On va avoir des ennuis, Frank Underwood, voyons. Donc, à la fin, je ne taille pas la technique qu'utilise Docker et les autres systèmes de conteneurs pour masquer l'environnement dans lequel ils sont. Okay. Par contre, comme je dis depuis tout à l'heure, ce n'est pas... Oh les bâtards. Bon, je vais la faire. Hein. S'il vous plaît, les passe-routes pour faire manger les bébés. Ça c'est moche, hein. Ça c'est moche, c'est pas bien. Hein. Moi, ça me fait pas rire du tout. Hein. Alors... De toute façon, c'est mort. Quoi? C'est pas moi. C'est pas moi. C'est Lateralus qui l'a fait en premier. J'ai juste lu ce qu'a dit Lateralus. Attends, bah non, moi je me permettrai pas. C'est non drôle. C'est absolument non drôle. Donc, Triggy dit bon, tout à l'heure je me suis retenu de sortir un truc pour que la vidéo reste YouTube friendly. Non mais c'est bon, pour l'instant elle passe. Hein. C'est hyper technique et tout. Il y a eu très peu de scatologie pour le moment. Donc Azel dit ah merde, police de la bienséance en prison, fuck. Donc qu'est-ce qu'on a? Mais non, mais c'est votre faute aussi. Moi j'ai rien dit. Hein. Moi j'étais super 1. Alors oui, alors ça dépend qui t'a dit si t'es route dans le chroot tu peux t'escape. D'après l'ANSI. Alors certes, mais
pas sur n'importe quel système. C'est parce que l'ANSI, ils sont très Linux, tu vois. Mais c'est parce qu'il y a d'autres systèmes. C'est un truc de ouf. Mais il y a d'autres systèmes. Et en l'occurrence, bah, sous net, il n'y a pas d'escape de CH-root. Enfin voilà, bref. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce soit avec un CH-root ou avec unshare /docker, votre kernel, c'est toujours le même kernel. Le host, c'est le host. Et lorsque vous comprenez la différence là, vous comprenez le fondamental, c'est que lorsque vous rentrez dans un container, lorsque vous rentrez dans un CH-root, tout ça, en fait, c'est des syscalls. Ok ? On peut tout à fait. J'ai essayé de le retrouver en live, j'ai pas retrouvé parce que maintenant, laisse tomber quand tu cherches des trucs sur Docker. Il y a quelqu'un, il y a un paquet d'années, qui avait fait un Docker, enfin qui avait fait un système de conteneurs en shell. Et jouable, sans problème. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque on exécute un truc qui masque l'ensemble des éléments dans lesquels on est, donc on peut utiliser des libs différentes, on peut, voilà, y a plein de trucs rigolos à faire. Mais on est sur le même kernel. Donc, si tu as une faille sur ton kernel courant, que tu sois dans un container ou que tu sois sur ton host, ça va marcher de la même manière. Ok ? Curtis dit du coup, je trouve que ça porte que container, enfin que le mot container porte à confusion. Oui. Oui, alors effectivement, Gilles dit il y a aussi sysjail en projet officieux sous OpenBSD. Il y a eu un début de truc sous net aussi avec sysjail, mais j'ai jamais vraiment été au bout. Je trouve ça super abscon. J'ai pas vraiment. Oh putain, Lapin Féroce, il l'a trouvé. Ah, je pense que c'est ça en plus. Docker in shell. Attends, bouge pas, je vais aller voir. Est-ce que c'est ça? Putain, merci. Je pense. Est-ce que c'est ça? Alors, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas. Bam bam bam. Ah bah stylé. Ah bah oui, ah bah stylé. Bah voilà, exactement. Bah allez-y, tiens. Allez sur le lien de Lapin Féroce là. Et bah voilà, c'est un Docker en shell. TLDR, c'est un Docker en shell. Donc vous voyez qu'il y a. Enfin. Et je dis pas que c'est mal. Je réinsiste. Je dis pas que c'est mal. Je dis que ce n'est pas un système de sécurité. Je dis que ce n'est pas de l'isolation. La question de Triggy, qu'est-ce qu'il a posé comme question, Triggy? Je me méfie. Hein. Ok, Triggy dit ok, j'ai pas compris la réponse. Genre, si un unshare la couche réseau, comment tu fais pour en avoir une autre à la place? Alors, j'ai pas été dans les tréfonds d'unshare. Hein. Je vous le dis clairement. Je sais comment globalement ça marche. Mais ce que je comprends des namespaces rapport à certaines ressources, c'est que bah, typiquement, tu vas avoir des interfaces qui vont être namespacées et qui vont pas avoir le droit de causer avec d'autres interfaces de ton host, par exemple. Parce qu'elles sont pas dans le même namespace. C'est plus clair ou pas? T'imagines que tu as un tag dans la ressource en question. Donc là, on parle de network, mais c'est pareil pour les PID, c'est pareil pour les mounts, c'est pareil pour tout. Non, mais je me méfie parce que tes questions peuvent être perverses, tu vois. Mais c'est... Comment ça se traduit? Ça se traduit que dans le noyau... Alors, je fais un gros raccourci, hein. Mais en gros, t'as if namespace égale namespace courant, t'as le droit d'aller voir la ressource. Ou d'accéder à la ressource. D'accord? C'est pas mal, hein. Franchement, vous savez quoi? C'est tellement pas mal
que je suis en train de me tâter, voir comment je pourrais faire ça dans Net. Bon, ça, je vais me faire kick, ça se trouve, à grand coup de pompe, mais je trouve ça intéressant. Ok, d'un point de vue implémentation, au niveau noyau et tout, c'est vraiment intéressant. Donc, vous comprenez maintenant qu'on est vraiment au niveau du système d'exploitation qui a... Il n'y a rien de plus que une guillemets isolation de programmes qui tournent avec un namespace. D'accord? Maintenant, je réponds à la question qu'on m'a posée plus haut. Quelle est la bonne méthode si on veut isoler réellement? Quelle est la bonne méthode? Plusieurs personnes ont déjà donné la réponse. Et là, après, bonne, ça veut rien dire, tu vois, bonne méthode. Mais disons, une méthode plus dure pour isoler un processus qui va tourner dans son propre environnement pour faire fonctionner un programme, et ben c'est qu'il ait son propre espace mémoire, qu'il ait son propre scheduler, qu'il ait son propre, entre guillemets, OS. Et comment on fait ça? Eh ben on fait ça, par exemple, qu'il ait sa propre litière, dit la Linux, mais c'est vrai. On fait ça, par exemple, avec une VM. Alors maintenant, je vais vous dire un truc. Après avoir mouillé dans ces histoires depuis quelques mois, je trouve que le terme VM n'est plus vraiment approprié. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a quelques années, quand on montait une VM, bon, bah, il y avait quand même un aspect de traduction d'instructions ou de traduction d'IO. Enfin, tu te retrouvais toujours avec un bottleneck. Aujourd'hui, avec les techniques qu'on a à notre disposition, notamment Virta.io, notamment MMIO, notamment PVH, notamment les instructions VMX Intel ou SVM AMD, bah on fait, c'est plus vraiment de la machine virtuelle. Salut Petrus et SRI OV aussi. Salut Friendly Zero Day. J'aime bien ton nom. Pardon Nick. Parce que alors là pour le coup je vais vous inviter à acheter le prochain Linux Mac dans lequel j'ai une grosse partie là-dessus. La vertu d'aujourd'hui, c'est plus vraiment de la vertu. Les IO, c'est simplement de la copie du host vers le guest. Et de la copie, hein. Enfin vraiment, je parle de... C'est une structure, c'est littéralement une structure de données qui est mappée. Et puis dedans, on met des datas du host vers le guest. Okay, c'est un ring qui tourne entre le host et le guest. C'est pas de la vertu. C'est littéralement du partage d'infos. C'est limite un ABI, quoi. Entre le host et le guest, ok, qui partagent une structure de données. Donc, tu virtualises rien, là. Enfin, c'est un programme, quoi. Et ça, c'est vrai pour le disque, c'est vrai pour la carte réseau. Enfin, c'est vrai pour toutes les IO, en fait. Donc, tu perds plus de temps. Ça, c'est 1. 2. Pour la partie CPU. Bon, bah, tu bascules en mode... c'est pas vertu. Tu bascules en mode lecture des instructions du guest par le CPU host qui sait utiliser tout ça et qui sait faire une réelle distinction entre ça c'est en train d'être exécuté par un guest, mais c'est des instructions que je connais parce que bah, moi je suis un CPU Intel
et c'est des instructions Intel, et boum, quand il a fini, hop, je rebascule sur le host. On n'est pas du tout en train d'émuler des instructions où c'est très long, où c'est très lent, etc. Une VM aujourd'hui, dans le monde de 2024, même un peu avant d'ailleurs, une VM aujourd'hui, c'est plus un élément avec de la latence. C'est plus un élément avec de la latence qui nécessite d'interpréter et de traduire une instruction d'un endroit vers l'autre. En fait, la Virtu en 2024, c'est un programme qui s'exécute. Ok, peu ou prou. Dalf dit c'est comme une couche au-dessus de Ring 03. En fait, c'est exactement ça. C'est pas comme, c'est exactement ça. Parce que quand quand le CPU passe en VM Enter, et donc il est en mode de lecture des instructions de la VM, il passe en Ring 1, si je dis pas de bêtises. Triggy dit, bah justement, c'est plus un émulateur, c'est une machine virtuelle. Ouais, mais la notion de machine virtuelle, elle a été ultra teintée par VMware, etc. Alors que... Non mais attends. Ah, Léa, elle est super bonne celle qui passe là. Ah mais user mode c'était... Ah bah tiens. Ah non mais si Xales, user mode c'était c'est l'ancêtre de KVM. Ah, je mesure complètement cette affirmation et je... Alors, je vais te dire, Kitersosé, je la mesure d'autant plus. Attends, Friendly Zero Dead dit souvent on se moque de moi quand je dis que j'utilise un browser uniquement en VM, mais c'est une simple sandbox de navigateur. Tellement c'est léger maintenant comme... Mais oui, mais bien sûr, mais tu as raison. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Arnaud Exis dit, mais c'était pas déjà un peu ça les virtualisations sur les mainframes des années 70? Absolument. Tu as absolument raison. Mais genre, t'as absolument raison. Et je mesure complètement cette affirmation en ayant... En fait, pourquoi... Quelle légitimité j'ai à vous dire tout ça? La légitimité que j'ai, c'est parce que, en fait, en comprenant comment... Alors, j'ai pris NetBSD parce que c'est le système dans lequel moi je participe, mais en comprenant comment tu fais booter une machine virtuelle, gros guillemets, j'ai vraiment du mal maintenant avec la terminologie machine virtuelle. Comment tu fais booter une machine virtuelle en mode PVH? En fait, tu fais pas booter une machine virtuelle. Si vous avez bien suivi les anciens épisodes sur PVH, tu fais pas booter une machine virtuelle. Tu exécutes du code. Vous vous rappelez quand on change enfin quand l'entry point machin va pointer, oui, c'est lancer un process. Tu te branches sur il se trouve que le truc que tu vas démarrer, c'est un noyau, mais c'est un programme. Et tu te branches sur un entry point qui sont des instructions x86 que ton processeur x86 va dérouler comme un programme. Il se trouve que ton CPU va basculer dans un mode qu'il appelle VM Enter, mais qui en réalité est un mode qui va lire des instructions x86 comme sur le host, tu vois. Tino se dit tu exécutes le code du kernel dans un namespace. J'aime pas tellement. Ouais. Pas un namespace. Dans un espace d'adressage qui lui est propre. Triggy dit oui, une VM, il te faut un binaire. Exactement. Exactement. Une VM, il te faut un binaire, du BIOS. Et avec PVH, t'as pas besoin de tout ça. Léa qui dit, petite question, QEMU va pas prendre un peu d'overhead ou bien ça gère plus rien après? Eh ben justement, c'est ça que je racontais la dernière fois avec QEMU. C'est que, alors QEMU, il fait plein de choses. Ok,
QEMU fait beaucoup trop de choses. QEMU, c'est beaucoup trop gros à mon sens aujourd'hui. Et en l'occurrence, Firecracker n'a pas tout ça. Et Firecracker, il boot direct. Enfin, il boot. Vous voyez la petite différence? Ça boot pas. Ça exécute. Et Firecracker, il va se brancher sur un entry point et il va exécuter le truc. Le truc, c'est le kernel. Et bien QEMU, il a plusieurs modes de fonctionnement. Et QEMU, depuis un certain nombre d'années maintenant, il sait simplement passer en PVH et pam, brancher sur un entry point que tu avais appelé Léa à l'entrée des artistes, ou toute la partie BIOS, machin, etc. On s'en bat les couilles parce que de toute façon, le VMM, le gestionnaire de machines virtuelles, il a déjà les infos, il sait déjà combien de mémoire, quels sont les slots disponibles, machin, où sont les IO et tout. Donc, il y a tout le BIOS, tout ça se dégage. Et Léa dit, en fait, Firecracker et QEMU, ils font juste une sorte de JMP vers le bon entry point spécial. Oui, absolument. Ils jump, ils trouvent l'entry point. Je vous rappelle qu'ils trouvent cet entry point fonction. Ah oui, attends, putain, j'ai encore un peu de temps ou pas? Ouais. Fonction des notes elf. Hein, si vous vous rappelez des notes elf du noyau. Et alors là, lol de feu. Léa qui m'a linké un truc. J'ai adoré. Donc il y a des cums. C'était la semaine dernière. Alors bizarrement, il y a plus de son, plus d'image. Des cums qui font ouais, on a trouvé un 0 day de ouf. Oh là 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 là, 0 day de ouf dans le kernel Linux et tout. Si tu regardes les notes du kernel, wow, il y a l'adresse d'une fonction et tout. Ça y est, tu vois, ça sert à rien le ASLR kernel et tout machin. Ouais, c'est bon, on a trouvé une méthode. Alors non, les petits amis. Alors, je sais pas comment vous dire ça. J'ai été très très soft. Hein. Je sais pas. Jamais j'ai dit baltringue. Jamais j'ai dit. Tu vois. J'ai dit. Alors, regardez peut-être la documentation de Xen ici là. Ça s'appelle PVH. Et en fait, vous allez voir que ce que vous avez trouvé, c'est juste un truc qui est déjà documenté depuis à peu près 5 ans. Mais voilà. Donc, arrêtez de faire du bruit. Vous allez passer pour des. Hein? Voilà. Donc. Je sais plus pourquoi je disais ça, mais oui, parce que effectivement, il y a dans le kernel, qui est un objet elf, hein, comme ls, comme c'est un programme. Hein, j'arrête pas de le redire ça. Le kernel, c'est un programme. C'est un programme elf avec tout plein de sections, machin. Et bah, il se trouve que en elf, tu as le droit de mettre ce qu'on appelle des notes. Et Xen, le projet Xen, a proposé de mettre dans ses notes l'adresse de l'entry point. Triggy qui a clippé QEMU, c'est pas sorcier. J'adore. Et donc voilà, t'as des notes dans le kernel qui disent bah voilà, si tu veux booter en PVH, l'adresse elle est là. Ok, c'est pas le start habituel, c'est une autre adresse. C'est généralement ça s'appelle start Xen ou start Xen 32 ou voilà. Hey T-War, salut à toi. Bah t'arrives un peu sur la fin là quand même. Et donc ce que fait ton VMM, c'est hop, il branche là-dessus. C'est tout. Ni plus ni moins. Et ça exécute un programme en basculant sur un mode particulier du CPU. Mais c'est pareil. C'est pareil. Ah, attends, question d'avant. Léa, fais voir. Un kernel pourrait être un elf classique si on lui collait les bons headers avec les bons entry points. Attends, je relis ta question. Un kernel pourrait être un elf. Mais en fait, le kernel, c'est un elf classique. Hein. Il se trouve que la répartition des zones mémoire dedans est un peu spéciale, mais c'est absolument un elf classique. Hein.
c'est un elf avec du BSS, avec du texte, avec du hero data, avec... Enfin, c'est absolument un objet elf. Hein. Si tu fais un read elf -a de ton kernel, tu vas voir que tu as tout pareil. Parce que le kernel a... Il faut bien comprendre que le kernel, son espace d'adressage n'est pas le même que celui de LS. D'accord? L'espace d'adressage du kernel, il est tout en haut de la mémoire virtuelle disponible. Ok? C'est pas un objet elf classique dans le sens où son espace d'adressage n'est pas le même. Mais si tu changeais... Je me demande ce que ça donnerait, tiens, ça pourrait être rigolo ça. Tu changeais l'entry... Enfin, non, l'entry point, il n'y a pas besoin. Mais si tu changeais l'espace d'adressage du noyau lorsque tu le compiles, ça pourrait donner un truc rigolo, tiens. C'est rigolo ça, essayer. D'ailleurs, il se passe quoi si t'essayes de démarrer là, tiens. Alors, je vais essayer un truc. Où est-ce que j'ai un kernel là? Ah ouais, mais ils sont zippés et tout là, ouais, c'est le bordel. Ouais, non, je vais perdre du temps pour rien. Mais on va essayer. Mais à la fin, un noyau, c'est un objet elf. Le problème, c'est que tu peux pas le démarrer comme un programme parce que son espace d'adressage n'est pas prévu pour être ton noyau, celui qui fait tourner ton OS. Lorsqu'il va voir ses relocations, il va faire alors non, là il y a pas non, ça c'est pas ici ça. ça se passe pas ici, ça se passe pas ici. Mais fallait on dit du coup les patchs kernel du genre grsec, ça va modifier l'espace d'adressage du kernel. Alors oui. C'est un petit peu différent, mais oui. Treggy dit Emile, il y a 5 minutes. T'arrives près de la fin. Emile maintenant. Tiens, il se passe quoi si on... Non, mais je vais arrêter là, je vais arrêter. Mais non, mais même l'entry point, si tu fais un read elf sur le noyau, l'entry point, ah, je vois ce que tu veux dire. Mais même, parce que quand ton noyau va loader les endroits d'où doivent être mappés BSS, texte, etc., ça va pas du tout caler. Voilà. C'est ce que dit Galinux. Oui, au début, mais il met en place la mémoire virtuelle pour lui-même aussi. Franchement, ça serait théoriquement possible de magouiller un truc. Mais le noyau, faut pas oublier un truc, hein. Le noyau, quand il démarre, lui, il démarre toujours en mode réel. Et il prépare lui-même les emplacements de la mémoire virtuelle. Et alors, moi, je vais me mettre un bout là, je vais mettre un bout là, etc. Toi, quand là, sur ton système Unix là qui tourne, la mémoire virtuelle est déjà en place. Tout programme qui va se lancer là, il va se lancer de toute façon dans un espace d'adressage virtuel. Donc ça va être chelou. La seule raison pour laquelle QEMU arrive à exécuter ce noyau, c'est parce que QEMU ou Firecracker ou n'importe quel VMM va prendre un chunk de sa mémoire virtuelle. Globalement, quand vous mettez à ma VM, je lui donne 2 gigs. Bon bah, le VMM il va faire ok, bah, je vais prendre 2 gigs de ma mémoire virtuelle, là, je vais dire au kernel, tiens, ça c'est 0, ça c'est 2 gigs, tiens, c'est pour toi, fais ce que tu veux avec. Trigidi, tant qu'on n'a pas INSEE le elf en userland, j'ai rien compris à ta phrase. J'ai rien compris. Tant qu'on n'a pas INSEE le .elf en userland,
En APA avec GDB, ça reste très théorique ton truc. Lancer, lancer. Lancer. Ok. Non mais ça y est, c'est bon. Oui, effectivement. Oui, voilà, ok, il veut utiliser GDB. Mais ça marchera pas non plus. Ça marchera pas non plus. Bon, est-ce qu'on a fait... Galinux, il dit comme le kernel s'attend à ne pas avoir de mémoire virtuelle au démarrage, ça fonctionnera pas. Exactement. Est-ce que on a fait un petit débroussaillage là de... Est-ce que vous voyez maintenant que ça n'a rien à voir là, ces histoires de le chroot avec les containers, avec une micro VM. Ça n'a rien à voir. Dominique dit c'est bien clair. Bah c'est cool. Si c'est bien clair, ça me fait bien plaisir. Et derrière, quand ton VMM va démarrer son kernel, bon bah derrière, ton kernel, tu lui passes potentiellement un root file system et il va faire des choses derrière. Kitarsosé dit non, au contraire, vous m'avez ouvert trop de fenêtres à explorer. Triggy dit bordel, ça fait presque 3 ans que je suis ce stream. Et tout autant que je rate des touches, tu aurais pu t'adapter depuis le temps. Falion y arrive lui. L'article dans le Linuxmax, c'est au mois de mai. Et donc ce sera, si je dis pas de bêtises, ça va être mai, juin, juillet. Donc ça va être le numéro de l'été quoi. Chavenet qui se sub, Chavenet qui vient d'arriver, Chavenet. Bah Chavenet, on arrête là. Ah non, c'est juillet-août. C'est juillet-août, autant pour moi. Le 270. Va falloir patienter un peu. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'ai raté la fenêtre pour celui de mai. Autant pour moi. Ah oui, c'est ça, parce que, ouais, parce que comme le... comme l'article, il est un peu... là. Du coup, je me suis un peu... voilà. Bon. Je vais le mettre sur YouTube, celui-là. Hein. Si vous... Enfin, ça va aller, il n'y a pas eu de... Galinux, 864 pages. Et comment je fais, Galinux? Je te forward... Je te forward ça sur une adresse spéciale ou... Je vais réessayer le forward, ok, de ce que je t'ai déjà envoyé. On raid quelqu'un ou pas? On raid Top Clean? Il stream Top Clean ou pas? Les roms ne se plaindront pas. Je vois pas de quoi tu parles. Ah non, non, il est pas là. Bon, moi on raid pas alors. Ah, il est en gaming. Ok. Eh, salut Top Clean. Eh, je raid personne alors? Ah, Kanoa, il live là? Bah vas-y, on shoot hein. Eh bah merci beaucoup Top Clean. TLS en Rust, bah vas-y shoot. Alors attends. Raid. Son nick c'est comme ça, c'est Akanoa? Ouais. Allez, bonne nuit le Finnois. Merci à tous de m'avoir suivi. Et puis, bah la semaine prochaine, à vue de nez. Ah non, semaine prochaine, je suis à Paris. Lutinos, semaine prochaine, il n'y a pas de live, je suis à Paris. Donc je vous fais des gros bisous. Et la semaine d'après. Allez, c'est parti, on raid.